Messieurs et dames, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 20h sur Tui TV, 20h dont voici les titres. Journée mondiale de lutte contre le paludisme. La célébration se fait chaque 25 avril de l'année. Le président du Faso a appelé l'implication de tous pour son éradication d'ici 2030. La maladie connaît un recul, a-t-il précisé, de l'ordre de 50%. Et puis, rappelez que nous allons au niveau international nous intéresser à la garde à vue de l'homme d'affaires Vincent Bolloré, qui a été prolongé ce mercredi. Le milliardaire est entendu par la justice depuis mardi pour des soupçons de corruption et cela entoure l'obtention de concessions portuaires au Togo et en Guinée. Nous l'annoncions donc en titre tout à l'heure, parlant de cette pathologie infectieuse tropicale transmise à l'homme par une espèce de moustique endémique qui fait des centaines de millions de victimes chaque année dans le monde. Le paludisme demeure la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès au Burkina Faso. Peu avant l'entame des travaux du Conseil des ministres de ce mercredi, donc aujourd'hui 25 avril, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a lancé un appel aux populations afin que le paludisme puisse être vaincu au Burkina Faso d'ici 2030. L'appel du président du Faso s'inscrit dans le cadre de la commémoration le 25 avril de chaque année de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème, c'est prêt à vaincre le paludisme. On écoute le président du Faso. C'est la journée internationale de la lutte contre le paludisme, qui est une journée mondiale et à l'instar des autres pays, nous célébrons donc cette journée aujourd'hui. Le thème central, c'est de lutter contre le paludisme. Je voudrais noter simplement également que selon les statistiques, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui paient le plus lourd tribut, justement, dans le cadre de cette maladie. Et je voulais dire que de façon globale, grâce aux efforts qui ont été consentis également par le gouvernement, nous pouvons dire que c'est une maladie qui a reculé de près de 50%. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut continuer à nous battre contre le paludisme. Et dans ce sens-là, je voudrais noter que le gouvernement a fait des efforts importants. D'une part, grâce à la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. Deuxièmement, également, grâce aux subventions qui sont données pour les paludiques, de manière à pouvoir apporter justement la prévention et également les soins en ce qui concerne donc cette maladie. Je voudrais simplement dire que nous pouvons vaincre le paludisme et l'objectif, c'est que d'ici 2030, nous puissions mettre fin au paludisme qui est une des maladies les plus importantes et qui fait le plus grand nombre de dégâts dans nos pays. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel aussi bien, je dirais, au personnel de santé, aussi bien au peuple burkinabé de façon générale, parce que nous pensons que si nous conjuguons nos efforts aussi bien dans la prévention que dans le curatif, nous pourrons d'ici 2030 vaincre le paludisme. Donc, c'est dire ensemble, nous pouvons vaincre le paludisme en 2030 et je pense que nous devons être de cette génération qui contribue à la fin du paludisme dans notre pays et dans le monde de façon générale. Un appel du président du Faso lancé à l'endroit de tous les Burkinabés. Le moustique, loin de soi pour éviter le paludisme, très adapté comme moyen de prévention, la moustiquaire se présente comme le plus usité. Nombreux sont ceux qui les vendent dans les artères de la capitale et malgré les campagnes de distribution gratuite, notamment de moustiquaires imprégnés, eh bien ces personnes-là continuent leur activité et nous avons fait le constat et le clin d'œil à l'occasion de cette journée avec le mandat Bachir Doussa. Le paludisme demeure la première cause de mortalité au Burkina Faso. 680 décès enregistrés seulement pour le premier trimestre de l'année 2017, selon le rapport du Programme national de lutte contre le paludisme. Même si le taux de prévalence est en baisse comparativement à l'année précédente, il reste quand même l'un des taux les plus élevés en Afrique de l'Ouest. La moustiquaire est l'un des moyens de prévention le plus recommandé.
Mais aujourd'hui, la vente de moustiquaires connaît une baisse considérable. Le marché par jour en période de pluie, là, on peut vendre, des fois on peut avoir 20, 25. Mais présentement, tu peux faire une journée même sans vendre une moustiquaire. Si c'était avant, non comme ça là. Comme ça, c'est 5 000 francs, 6 000 francs. Parce que nous payons le tissu aussi cher. Mais comme le gouvernement a partagé, le moustiquaire, tu peux faire une semaine même sans vendre une seule moustiquaire. Le marché là maintenant là, comme avant, c'est pas comme avant là. Maintenant le marché, il n'y a pas de marché. Pourquoi? Puisque les gens là, ils ne payent plus les moustiquaires maintenant. Sinon avant les moustiquaires là, on peut vendre 100 moustiquaires par jour, mais maintenant là, pour avoir 10 moustiquaires, maintenant là, c'est compliqué. Circulaire, rectangle ou conçu sous forme de tente, certains citoyens ne peuvent plus s'en passer de la moustiquaire. Mais d'autres par contre, impossible de dormir sous une moustiquaire. Moi je dors avec une moustiquaire. Dehors aussi, il fait chaud. Je fais sortir une moustiquaire. Dedans aussi, je dors avec ça. Je n'ai pas personnellement une méthode de prévention, parce que on parle des moustiquaires, mais moi j'ai particulièrement des problèmes avec les moustiquaires parce que je ne peux pas dormir sous une moustiquaire, ça m'étouffe. Un rappel, c'est depuis 2010 que la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés est initiée au Burkina Faso pour contribuer à éradiquer cette maladie qui continue d'endeuiller jour pour jour. Nous restons donc sur cette actualité, celle de la célébration de cette journée de lutte contre le paludisme. Et nous avons une personne de ressources sur ce plateau pour aborder les questions liées donc à cette maladie-là. Il s'agit du docteur Sodiomon Sirima. Il est chercheur senior, Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Bonsoir docteur et merci d'être là. Merci, bonsoir. Déjà, même première question, on entend tout à l'heure l'adresse, on va dire comme ça, du président du Faso. Pour vous, qui êtes impliqué aussi dans cette lutte contre le paludisme, qu'est-ce que ça donne comme impression d'avoir le premier homme, le président du Faso, on va dire en tête, pour donner le message? Naturellement, c'est un très grand soutien à la lutte contre cette maladie. Donc, voir le premier responsable du pays, donc lancer un appel, je pense que c'est l'un des très grands messages qu'on peut attendre. Je disais en introduction, vous êtes chercheur senior Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. C'est quoi notamment ce centre? Le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, c'est donc un centre spécialisé du ministère de la Santé, dont les missions essentielles, c'est donc de contribuer à la recherche d'outils de contrôle de la maladie. Donc c'est un centre de recherche. D'accord. Tout à l'heure, on a écouté le président du Faso, mais dans l'entièreté de son discours de ce matin, il revient déjà sur les résultats probants en matière de lutte. Il parle d'un recul de 50%, mais les chiffres aujourd'hui, pour ce qui est de cette maladie-là, le paludisme, c'est quoi? Oui, bon, c'est vrai, le Burkina a un grand effort qui est fait, mais malheureusement, on reste encore à la traîne, je dois dire, parce qu'on est encore l'un des 8 pays les plus touchés en Afrique, avec environ 10 millions de cas. Mais heureusement, la mortalité due au paludisme recule significativement. Quand vous dites recule significativement, parce qu'on sait aussi que parmi les plus touchés, c'est les moins de 5 ans, c'est dans quelle proportion? Bon, le recul est très important quand on compare donc, ce qu'on a observé donc, de l'implication de la communauté internationale, surtout de l'implication politique dans la lutte de cette maladie. Donc on a eu une réduction de pas moins de 20-25%. C'est vrai que vous parlez de prévention, mais il y a aussi les aspects, on parle de curatif, il y a de la recherche qui est faite derrière. On se rappelle que pour le Burkina, on se disait qu'on était très avancé, on parlait de l'IRSS avec un centre dont j'oublie maintenant le nom, c'est du côté de Narunoro, des recherches qui sont en train d'aller vraiment de l'avant. Aujourd'hui, on en est où avec tout cela? Ok, ben merci. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'années de cela, donc il y a un vaccin qui était assez avancé. Il y avait 11 centres en Afrique qui étaient impliqués, dont donc, le Burkina Faso. Et le Burkina Faso, c'est le centre de recherche de Nanoro, qui était donc l'unité qui conduisait cette activité. Je dois dire que donc, les résultats ont été donc, livrés au public, avec donc, une efficacité relative. Donc, pour être très simple, c'est un vaccin. Lorsqu'on l'administre à 10 enfants, il y a 3 qui ne feront pas la maladie. Je pense que l'effet le plus remarquable observé, c'est surtout son effet sur la mortalité, où il réduit les formes sévères de paludisme, les formes graves de paludisme, où il est réduit d'environ 60%. Mais ces résultats, je pense,
compte tenu donc de l'aspect opérationnel d'une éventuelle vaccination, l'OMS a jugé que c'était des résultats qui méritaient que elle-même en tant qu'institution internationale procède à une vérification. Donc actuellement, il y a un certain nombre d'études qui sont en cours, lancées par l'OMS, sous l'égide de l'OMS même, pour voir l'impact de cette vaccination sur la mortalité. Et c'est certainement au décours de ces résultats qu'une recommandation pourrait être faite par rapport à ces vaccins. Ça, c'est les aspects curatifs, c'est bien cela. Non, mais ça, c'est l'aspect préventif par la vaccination et la recherche. Par la vaccination. Par la recherche. Mais je dois dire qu'il y a une série de vaccinations, d'essais qui sont en cours. Parce que lorsqu'on parle d'essais vaccinal, bon, les uns et les autres, on a l'impression que c'est un seul vaccin. Sinon, je crois qu'à l'heure où on parle au Burkina, ici, nous sommes à 5 vaccins différents que nous expérimentons. À l'heure où je vous parle, nous avons au moins 4 cohortes, c'est-à-dire 4 groupes de personnes qui sont vaccinées que nous suivons. On revient donc de la rencontre mondiale panafricaine qui a eu lieu à Dakar, où nous avons présenté exactement les résultats. D'accord. C'est vrai que vous êtes dans la recherche, donc vous comprenez mieux comment est-ce que ça avance sur ce chapitre-là. Mais peut-être pour le citoyen lambda, on se dit, on ne voit pas forcément l'impact direct sur ce qu'on a comme cas, parce qu'on dit que c'est toujours le premier cas d'hospitalisation et de consultation même au Burkina. Quand est-ce qu'on va sentir ces impacts-là de façon claire? Oui, mais de façon directe, déjà, l'impact est là. Je dois vous dire que les moustiquaires qui font l'objet donc de la distribution de masse actuellement, il a fallu donc qu'il y ait des activités de recherche. Je dois vous dire que quand moi je démarrais les activités de recherche dans les années 92, j'ai démarré justement par cette recherche-là. Et c'est justement au-dessus des résultats de ces recherches qu'on a proposé donc de les vulgariser. En plus de ça, c'est l'aspect préventif. Sur le plan curatif, nous avons des activités de recherche qui sont donc orientées notamment sur le développement de médicaments. Un certain nombre de médicaments actuellement commercialisés qui ont été mis au point qui ont été expérimentés dans nos pays ici. Donc la recherche contribue de façon directe à mettre de nouveaux outils, quasiment au quotidien. Donc si vous prenez, s'il n'y avait pas la recherche, quand on était jeune, c'était la chloroquine. Vous avez vu que la chloroquine n'est plus sur le marché parce qu'elle n'est plus efficace. Et il a fallu donc ces activités de recherche pour proposer de nouveaux médicaments. Et ces nouveaux médicaments qu'on appelle dérivés de l'artémisinine sont des médicaments qui sont, aussi, on commence à connaître les premiers cas de résistance. Donc, certainement, il faut déjà réfléchir à une autre génération, et c'est ça le rôle de la recherche. Peut-être c'est là où est-ce que vous allez nous expliquer un peu comment les choses fonctionnent, parce qu'on parle toujours de la question résistance. Oui. C'est-à-dire que pendant que vous continuez votre recherche, lorsque les résultats continuent, même dans la façon de doser et de faire l'application des flux de la recherche, il y a de la résistance qui se crée aussi au niveau du moustique. Comment ça se passe? Non, ce n'est pas du moustique. Enfin, ce dont je parle, ce n'est pas seulement du moustique. Ce n'est pas seulement du moustique. Bon, vous avez le moustique lui-même qui transporte et qui transmet le microbe. Le microbe, c'est un être vivant. Le moustique, c'est un être vivant. Et comme tout être vivant, comme les êtres vivants, vous le savez, cherchent à vivre. Donc, face à des médicaments, que ce soit le moustique, les insecticides, face aux insecticides, les moustiques ont tendance à développer des mécanismes pour échapper à ces insecticides. Et c'est ça la résistance. C'est la même chose, le microbe qui est transmis à l'homme. Lorsque l'on prend un médicament, normalement le médicament élimine le microbe. Et le microbe étant un être vivant, l'instinct naturel, c'est la survie. Donc ce microbe a tendance à développer des mécanismes pour échapper aux médicaments. Et c'est ça qu'on appelle la résistance. C'est vrai que tout à l'heure on a écouté le président du Faso, il a demandé l'implication de tous, donc ça veut dire que la démarche devrait être inclusive, hein, si on veut arriver à 2030, on ne dira pas à 0 cas, mais en tout cas à faire que ça cesse. Mais est-ce que vous pensez que c'est tenable? Je pense que d'abord tout passe par la conviction. Si on est convaincu, je pense que les efforts seront donc mis pour atteindre cet objectif. C'est vrai que c'est un objectif assez serré, mais je pense qu'il est réalisable. Si donc on arrive donc à mettre à la disposition des populations qui ont effectivement besoin donc de ces moyens de prévention, on arrive à mettre les médicaments à leur disposition, je pense que théoriquement on devrait pouvoir arriver à éliminer d'ici 2030 la maladie. Naturellement, pas le moustique, parce que quand on parle de maladie, les gens les autres confondent la maladie et le moustique. Le moustique peut être là sans la maladie. Quand vous allez dans certains pays, vous avez les moustiques, mais il n'y a pas le microbe. Donc la transmission de la maladie s'arrête quand il n'y a pas de microbe. Le microbe, naturellement, le plasmodium, celui qui transmet la maladie.
Ça sera peut-être la dernière question. Vous mettez le doigt sur, pour moi, ce qui est important, la question de moyens. Vous dites, si on met les moyens, on pourrait vraiment y arriver. Oui. Et dans l'aspect préventif, on sait un peu les campagnes qui sont organisées pour rendre, au moins subventionner certains produits, la question de gratuité au niveau de certains enfants. Est-ce que vous pensez que l'effort est à la hauteur de l'inquiétude dans laquelle on est aujourd'hui? Bon, naturellement, l'effort, on a besoin de faire un peu plus justement pour arriver à cet objectif. C'est sûr que pour la prévention avec la distribution des moustiquaires, et la gratuité des soins, et surtout la prévention médicamenteuse qu'on appelle la chimioprophylaxie saisonnière, parce qu'il y a cette approche aussi. Si on combine toutes ces stratégies, on doit pouvoir, et si on arrive à couvrir une large partie de la population, sinon la totalité, je pense qu'on peut y arriver. Mais je crois que l'élimination véritable de la maladie ne sera effective que s'il y a un vaccin. D'accord. Merci bien, Dr Sodiomo Silima, d'être passé. Je rappelle qu'il est chercheur senior, Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. On va nous continuer ce rendez-vous d'information avec ce Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui mercredi. Il s'est penché sur la question sécuritaire dans le Sahel et le Nord. Un rapport a été adopté par le gouvernement conformément à ce qui avait été annoncé au terme du Conseil de cabinet au Premier ministre. On se rappelle, c'était le 19 avril dernier. Le rapport vise à accentuer la sécurité pour la réouverture des écoles fermées, mais il y a aussi une autre question cruciale qui a été abordée, celle du tribunal de grande instance de Djibo qui a été fermé, et là-dessus, je vous propose ce point de réponse qui nous a été donné. Nous avons eu également un certain nombre de communications orales, notamment sur les situations dans différents domaines, à savoir les mouvements de sitting aux affaires étrangères, la question donc de la supposée fermeture du TGI de la ville donc, de Djibo. Sur toutes ces questions-là, donc, les ministres ont apporté des réponses qui nous permettent de nous satisfaire. Je pense qu'à l'instant là, le ministre est parti un peu plus tôt, le ministre de la Justice est parti un peu plus tôt pour rencontrer justement les acteurs, afin justement que le quiproquo qui existe sur la question de Djibo soit levé et que les différents acteurs puissent se retourner. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette question-là, il y a des efforts qui sont faits. Et il faut savoir, pour ceux qui ont la chance d'aller à Djibo, que le TGI a quelque part donc de l'unité antiterroriste qui est installée là-bas, qu'il y a eu un renforcement très important des gars de sécurité pénitentiaire, mais qu'il est important également que si les personnes se sentent menacées directement ou indirectement, que nous puissions apporter des réponses. Et ces réponses-là vont être apportées à la fois dans le cadre donc, de la mise en œuvre d'un dispositif d'ensemble dont le ministre Waro a parlé sans rentrer dans les détails, qui vont permettre véritablement de sécuriser toute cette zone-là afin de rétablir une confiance des fonctionnaires, la possibilité pour les étudiants, plutôt pour les élèves, d'avoir donc leurs examens et la réouverture progressive de toutes les écoles qui ont été fermées tant au nord que dans le Sahel. Le syndicat des travailleurs de la géologie, des mines et des hydrocarbures à Semafo, Bissa Gold et Comet était face à la presse aujourd'hui même mercredi. Les travailleurs interpellent les autorités et leurs responsables sur leurs conditions de travail dans les mines citées. Et le travail qui est effectué, c'est 4 jours de travail pour 4 jours de repos. Et de l'avis du syndicat, cela est contraignant pour les travailleurs. Ils réclament 7 jours de travail pour 7 jours de repos, comme appliqué dans les autres mines du Burkina. Michael Tougri revient sur cette affaire. Les travailleurs des mines de Semafo, Bissa Gold, Comet ne sont pas contents de leurs conditions de travail. La raison de la discorde avec leur direction générale, la cédule de travail. Les travailleurs, eux, réclament 7 jours de travail pour 7 jours de repos. Et du côté de la direction générale, selon le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la géologie, des mines et des hydrocarbures, il est fixé 4 jours de travail pour 4 jours de repos. Mais pourquoi la Semafo, qui est une entreprise citoyenne, refuse-t-elle d'appliquer les heures supplémentaires? Quant à la mine de Bissa Gold, les travailleurs ont pratiqué en janvier 2012 le 7-7 dans les conditions légales, paiement des heures supplémentaires de la prime de quart. Et entre-temps, la direction, en avril 2013, a imposé le 4-4 qui a fait perdre aux travailleurs beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, les travailleurs sont fatigués et réclament à juste titre le 7-7.
Le 4-4 est contraignant, on est constamment sur la route et sans repos réel, puisque vous avez 4 jours de repos. Le premier jour, vous êtes sur la route, vous rentrez. Le dernier jour, vous rentrez. Donc, en définitive, vous n'avez que 2 jours pour vous reposer. Là également, on reconnaît la pertinence de la préoccupation, mais on refuse la mise en œuvre du 7-7 avec le paiement des heures supplémentaires et on s'engage dans le dilatoire. Pour le syndicat, la révision des horaires de travail ne constitue pas une revendication, mais plutôt une réclamation légitime, car d'autres mines du Burkina Faso appliquent les conditions de 7 jours de travail pour 7 jours de repos. En plus de ces griefs, Lassane Saint-Poré dénonce le mode de répartition des heures supplémentaires. On tente de se soustraire à la loi et les travailleurs, quand ils réclament la juste mise en application des textes, ils sont taxés d'extrémistes, d'irresponsables. Les travailleurs ne demandent que l'application correcte en la matière. Ce n'est même pas une nouvelle revendication, mais c'est une réclamation dont la solution réside dans l'application correcte des textes en vigueur contenus dans le droit positif burkinabé. On refuse de payer au juste prix les labeurs des Burkinabés dans les mines pour augmenter la plus-value que tirent les sociétés minières. Comme vous le savez bien, les salaires sont parmi les maigres retombées que tire notre pays au niveau de l'exploitation minière. De telles approches ne se pratiquent pas d'ailleurs où certaines sociétés opèrent et où on travaille. Pourquoi refuser d'appliquer les textes en faveur des travailleurs au Burkina Faso? Les travailleurs des mines en général, ceux de Semafo, de Bissagol, de Commerce, etc., rejettent cette vision et demandent l'application des heures supplémentaires qu'engendraient les nouvelles cellules de travail. Le syndicat des travailleurs de la géologie, des mines et des hydrocarbures dit être disposé pour d'éventuelles négociations, mais si rien n'est fait dans le jour à venir, la lutte va s'intensifier afin que ces réclamations dites légitimes trouvent une solution définitive. Le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Laurence Ilboudo Marchal, a échangé avec le personnel de son ministère. C'était hier 24 avril, notamment au sein du ministère. Une rencontre d'échange pour recueillir les préoccupations du personnel d'appui et de soutien. Notre reporter Abdoulaye Konaté y revient. Cette rencontre d'échange sollicitée par les agents de soutien et d'appui a permis à la ministre de la Femme et de la Solidarité nationale et de la Famille de déceler certaines difficultés liées au fonctionnement de son département. Les personnels ont échangé à bâton rompu. Une occasion pour les travailleurs de soumettre leurs inquiétudes et proposer des stratégies afin de faire avancer leur département ministériel. Mon rôle, c'est de pouvoir manager mon équipe pour avoir des résultats. Donc je me dois de trouver des solutions, même si c'est des solutions transitoires ou des solutions semi-définitives. Aujourd'hui, en tout cas, peut-être qu'il faille leur demander à une ou bien à un de ce que nous avons dit, mais je suis satisfaite, très satisfaite de ces échanges parce que ça a été des moments conviviaux et puis surtout qu'ils ont pu tout, parce qu'il y a les chauffeurs, il y a les secrétaires, il y a les agents de bureau, les agents de liaison, les gardiens, chacun à son poste a pu dire les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et comment ensemble nous pourrons relever ces défis pour que nous puissions arriver à mettre en place notre feuille de route qui a été assignée par le président du Faso et son Premier ministre. Parlant des inquiétudes de ses agents de soutien et d'appui, Marie-Laurence Ilboudo Marchal dit prendre acte et promet de prendre des dispositions pour résoudre les problèmes soulevés. Nous avons des difficultés dans le travail. Par exemple, les agents de liaison nous ont dit qu'ils n'ont pas d'imperméable. Bientôt, ce sera la période des pluies pour amener le courrier. Ce qui était normal qu'on puisse les équiper. Ils ont dit qu'ils sont aussi susceptibles d'accidents puisqu'ils sont sur des motos. Par rapport à leur obligation de travail, nous avons pris des dispositions pour venir en aide à tous ceux qui seront dans ces cas. Vous savez, c'est des choses comme ça qui ont l'air banales mais importantes pour eux. Donc nous avons pris des dispositions pour qu'ils soient confortables dans leur tête, ils soient confortables pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ont pris part à ce cadre d'échange les agents de liaison, les manœuvres, les gardiens, les reprographes, les agents de bureau, les secrétaires et les chauffeurs, tous du département du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et À présent, actualité hors de nos frontières, et cela nous conduira d'abord du côté de la France, où Vincent Bolloré, l'homme d'affaires, a vu sa garde à vue prolongée aujourd'hui, mercredi 25 avril. En rappel, ce milliardaire est au cœur de soupçons depuis mardi, soupçons de corruption entourant l'obtention de concessions portuaires du côté du Togo et de la Guinée.
En France, la garde à vue de Vincent Bolloré a été prolongée. L'homme d'affaires est entendu depuis mardi dans les locaux de la police anticorruption à Nanterre, tout comme 2 de ses collaborateurs. Il devait s'expliquer sur des concessions portuaires attribuées à son groupe en Afrique, 2 ans après les perquisitions qui ont visé le siège de l'entreprise. L'enquête porte sur des soupçons de corruption qui pèsent sur l'attribution de 2 des 16 terminaux de conteneurs sur le continent, l'un à Lomé au Togo, l'autre à Conakry en Guinée. Jean-Pierre Canet est le co-auteur avec Nicolas Vescovaci de Vincent Tout-Puissant, une enquête sur l'empire du milliardaire breton parue aux éditions Lattès. Si ça s'avère vrai, c'est très grave. Parce que vous jouez sur tous les tableaux. C'est le beurre à l'argent du beurre. Vous êtes l'avocat, vous êtes le juge, vous êtes le journaliste, vous êtes tout le monde. C'est ça que ça raconte le groupe Bolloré. Vincent Bolloré, c'est bien là le problème. Il y a Vincent Bolloré l'Africain, il y a Vincent Bolloré l'homme de médias en Europe, il y a Vincent Bolloré de l'Autolib, il y a Vincent Bolloré aux multiples activités industrielles, financières, communication, Havas, voilà, etc. Et c'est vrai que tout ça, ça fait que forcément, l'une de ces activités va rentrer en contradiction assez vite avec une autre. Ce que nous décrivons avec Vincent Bolloré, c'est la constitution d'un pouvoir qui ne peut pas, en fait, même si on ne parle pas d'illégalité, qui ne peut pas, à un moment donné, ne pas être face au conflit d'intérêts. Une information judiciaire a été ouverte pour déterminer s'il y a eu corruption d'agents publics étrangers. Les magistrats doivent établir si Havas, la filiale communication du groupe, a facilité l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé en Guinée et la réélection de Faure Gnassingbé au Togo par le biais de prestations sous-facturées qui auraient eu pour contrepartie l'octroi de ces concessions. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a décidé de donner l'alerte, notamment sur le cas du Venezuela, qui est durement touché par la maladie. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est bien la crise économique dans le pays. Le Venezuela, durement touché par le paludisme. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie, l'OMS a donné l'alerte. Les cas de paludisme pour lesquels il n'existe toujours aucun vaccin connaissent une hausse exponentielle dans ce pays en pleine crise. Plus de 400 000 ont été répertoriés en 2017 et les médicaments manquent. Ce à quoi nous assistons est un accroissement massif atteignant probablement près d'1 demi-million de cas par an. C'est la hausse la plus importante à l'échelle mondiale. Il ne s'agit pas tant d'une affluence plus importante de moustiques infectés, mais plutôt de la réduction des campagnes contre le paludisme dans le pays. Après avoir été en régression pendant une quinzaine d'années, le paludisme progresse à travers le monde. En 2016, plus de 445 000 personnes en sont mortes, principalement des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Si la maladie est présente dans 91 pays, 90% des décès surviennent en Afrique subsaharienne. Avant de clore ce rendez-vous d'information, nous allons nous intéresser à la revue de presse et elle est marquée par la situation dans le Nord et dans le Sahel et notamment la fermeture du TGI de Djibo. Les préparatifs de la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou vont bon train. Le lancement de cette biennale a eu lieu ce mardi 24 avril, informe aujourd'hui au Faso. Et selon les organisateurs, ce sont 350 stands, 3500 exposants, 250 acheteurs professionnels venant de tous les continents, 27 pays africains qui sont annoncés à cet événement qui sera couvert par au moins 50 médias nationaux et internationaux. Pour l'édition 2018 d'Isiao, qui se tiendra du 26 octobre au 4 novembre, 700 millions de francs CFA sont prévus pour l'organisation, précise le quotidien. Et pour cette 15e édition, les participants auront la possibilité de payer les tickets d'accès au site d'exposition par le mobile money. Une innovation qui, rapporte le journal, va réduire la longueur des files d'attente devant les guichets de vente de tickets d'entrée. Placée sous le thème artisanat africain, exigence du marché et développement technologique, cette biennale a pour pays invité d'honneur le Madagascar. Alors que les organisateurs s'affairent pour la réussite de la 15e édition d'Isiao, le même quotidien nous apprend que le tribunal de grande instance de Djibo a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre. Et la principale raison avancée pour justifier cette fermeture est ce départ collectif du personnel judiciaire au cours de la soirée du 23 avril dernier serait lié à une menace terroriste qui pèserait sur le palais de justice, explique le quotidien. Et le journal d'ajouter que la province de Soum est quotidiennement sujette à des attaques terroristes.
Toujours sur le même sujet, Sidoya souligne que ce qui circulait comme une rumeur semble se confirmer, puisque Kantigi a reçu de sources concordantes la confirmation que le tribunal de grande instance de Djibo a fermé ses portes pour cause de menaces terroristes. Le journal en déduit qu'après de centaines d'écoles, le TGI aussi vient de plier l'échine devant des menaces. Le journal de tous les Burkinabés se demande donc à quel service public le tour. Dans ce climat d'insécurité, l'Obs fait remarquer quant à lui que les élèves des lycées et collèges ont parcouru les artères de la ville de Djibo dans la matinée du mardi 24 avril pour exiger la réouverture des salles de classe et le renforcement du dispositif de sécurité pour le bon déroulement des activités pédagogiques. Ce quotidien d'information nous apprend par ailleurs que le truculent Nana Thibault a créé la surprise à Bobo Dioulasso comme à son habitude en optant publiquement de faire la cour à l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Même si Blaise n'est pas Jésus, j'ai décidé de le ressusciter, laissera-t-il entendre dans le journal. Mais en attendant ce miracle, l'homme devra d'abord se faire accepter dans le parti à travers le Congrès prévu pour les 5 et 6 mai prochains, conclut l'Obs. Une revue de presse qui met un point final à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur TruTV à 20h pour d'autres informations.